Bon, bonjour à tous. Voilà, l'objectif c'est de discuter un peu des élections américaines, d'en faire une sorte de bilan, puisque vous l'avez vu, mardi, Trump a été élu de nouveau à la présidence des États-Unis en battant largement la démocrate Kamala Harris. Il y a une poussée historique de ce candidat réactionnaire qui obtient la majorité des grands électeurs et des voix. Il gagne la majorité au Sénat également. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette vague réactionnaire ? C'est l'objet de ce topo. On va discuter ici des raisons de cette victoire plutôt écrasante et des perspectives pour les travailleurs dans cette situation qui semble pour le moins dramatique. Avant même les résultats finaux, Trump a été félicité par les dirigeants du monde impérialiste, Macron en tête, qui s'est fendu d'un tweet. Ils y trouvent leur compte, comme les dirigeants des entreprises d'envergure mondiale qui, pour certains, ont à la fois financé Kamala Harris et Donald Trump, à l'image de Thales qui a versé 54 500 millions de dollars aux républicains comme aux démocrates. Pour toute une partie des électeurs, en revanche, c'était la peste ou le choléra, même si Trump est une peste bien purulente, il faut le dire. Rivalisant en abjection, allant même jusqu'à accuser les migrants de manger les animaux domestiques, raciste, sexiste, prônant un capitalisme décomplexé avec Elon Musk en étendard, le candidat républicain est une caricature de politicien d'extrême droite. Prétendant que le réchauffement climatique est une invention, il promet maintenant d'accélérer l'extraction de pétrole, forêt à fond, comme il dit. Et il s'oppose évidemment à toute norme environnementale qui limiterait les appétits des entreprises. Sa victoire est aussi préoccupante, voire plus, sur le plan des mœurs, ce qui recouvre des véritables problèmes d'accès aux soins et d'exercice de leurs droits pour les femmes et les dites minorités de genre. Parce que la campagne de Trump, elle a été réalisée sur le dos des opprimés, contre le wokisme, contre la folie transgenre, comme il dit, et pour une Amérique armée contre les étrangers venus l'envahir. Donc c'est l'Amérique des manifestants du Capitole qui ont contesté les résultats de la dernière élection par une tentative de coup de force, on s'en souvient. Et tout ça, ça donne confiance à tous les réactionnaires, ça donne pignon sur rue aux idées et même aux agressions d'extrême droite. Bien évidemment que l'interdiction dans les bibliothèques et les écoles de tous les documents et les discours qui défendent l'égalité entre les genres aura un impact social. Et de même, ça donnera un appui à tous ceux qui cherchent à museler les expressions de soutien au peuple palestinien. Significativement, la campagne s'est justement polarisée en partie sur ces thèmes-là qui opposent progressistes et conservateurs, comme ils disent, à savoir le droit à l'avortement pour Kamala Harris, qui s'est opposée sur cette question au candidat républicain. Elle qui veut sanctuariser ce droit à l'avortement, l'inscrire dans la Constitution. C'est un argument de campagne qu'elle a mis en avant pour mobiliser notamment un électorat féminin, jeune, diplômé. De son côté, Trump se félicite d'avoir permis en 2022 la décision qui donne toute latitude aux États pour remettre en cause le droit à l'avortement. Mais il a aussi affirmé, intelligent, que certains États sont allés trop loin. Et en réalité, le candidat républicain sait bien qu'une partie de son électorat ne veut pas l'interdiction totale de l'avortement. Plus de 60% des Américains seraient favorables à la légalisation de l'IVG, y compris dans les États les plus conservateurs. En fait, Trump touche un électorat de plus en plus large. C'est bien ça qui est préoccupant. Le vote trumpiste a progressé partout par rapport à l'élection précédente. À la fois dans les États qui étaient acquis aux républicains, dans les fameux swing states, mais surtout dans les États qui étaient traditionnellement démocrates de type New York. Donc c'est en fait une situation où Trump mord de plus en plus sur un électorat, y compris ouvrier, en partie acquis aux démocrates dans le passé. Ce sont ceux-là que les éditorialistes new-yorkais ou parisiens rangent dans la catégorie de l'Amérique profonde, supposément peu éduquée. Mais si le slogan « l'Amérique d'abord » a fonctionné et sous-entendu « les emplois américains d'abord », c'est d'abord sur la base de la pauvreté devenue endémique dans le pays impérialiste le plus puissant du monde. La précarité, qui rend l'existence impossible pour la classe ouvrière, s'est accrue durant le mandat de Biden. Le coût de la vie a significativement augmenté, logement, énergie, sans parler de l'alimentation dont les prix ont augmenté de 25% environ depuis 2019. Et 9% de chômage réel jouent aussi leur rôle. La vie des classes populaires, en fait, est devenue impossible
et ce sous la présidence démocrate de Biden, mais ça avait déjà commencé sous celle d'Obama. Pour exemple, le fameux Obamacare a permis de gaver les assureurs tout en grevant les finances des ménages les plus pauvres, à peine protégés par une couverture santé minable. Les travailleurs en gardent le souvenir, comme ils gardent le souvenir de la dégradation de leurs conditions de vie ces 4 dernières années. C'est sans doute moins le fait que Biden soit grabataire que son bilan qui l'a forcé à se retirer et Kamala Harris à faire une campagne éclair. Si l'urgence a joué contre elle, elle pâtit aussi donc de son héritage. Elle apparaît comme une membre de l'establishment au service d'une Amérique à laquelle ne se sentent pas appartenir les travailleurs qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et avec laquelle les démocrates ne parviennent pas à dialoguer. En témoigne la sortie de Biden qui traite les électeurs de Trump, qui sont potentiellement aussi des anciens électeurs démocrates, de déchets. Par exemple, en Pennsylvanie, État sur lequel les démocrates comptaient pour faire pencher la balance en leur faveur, c'était un des swing states, la fermeture des aciéries dans les années 90 a mis à genoux des villes qui deviennent aujourd'hui des bastions trumpistes. Avec l'idée, chez cet électorat nouvellement gagné, que l'on vivait mieux sous la présidence Trump. Mais si ces électeurs espèrent être représentés par Trump, qui fait l'éloge du pétrole à bas prix, et de la hausse du niveau de vie, de la hausse des salaires qui s'en suivraient, ils vont déchanter. Car ce qui est devant nous aujourd'hui, ce sont les profits débridés des grandes entreprises capitalistes sur fond d'exonération d'impôts que Trump a promises ouvertement. Il n'empêche que la rhétorique du candidat républicain qui accuse les démocrates de mauvaise gestion fonctionne. Par exemple, en ce qui concerne les récents ouragans, après l'ouragan Hélène en Caroline du Nord, le candidat républicain avait accusé le gouvernement de Joe Biden d'avoir détourné presque tout l'argent destiné à l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence, la FEMA, pour soutenir l'immigration illégale. Une énorme intox, évidemment, mais qui fait fond sur l'aide aussi très réduite aux sinistrés, malgré les grandes déclarations. Le vieillissement des infrastructures capables de prévenir ou de résister à ce type d'événements climatiques, presque 20 ans après Katrina, a aggravé la situation et a provoqué un sentiment de délaissement de la part de ces sinistrés. Parmi les électeurs qui ont fait le choix de Trump se trouve un nombre de plus en plus important de Noirs américains. En Caroline du Nord, par exemple, où les Noirs représentent 20% de la population et subissent pour une large part les ravages de l'inflation. Ces électeurs semblent avoir le sentiment d'avoir été instrumentalisés au service, en définitive, de la politique de Wall Street par les démocrates. Un reportage montrait récemment un électeur noir de Caroline du Nord qui s'adressait à la candidate démocrate Kamala Harris avec colère en disant « Tu as juste besoin de notre vote, tu nous utilises et tu veux jouer la carte raciale ». De même, les sondages montrent que beaucoup de jeunes, hommes surtout, latinos, ont donné leur voix aux candidats républicains sur des questions de pouvoir d'achat, l'inflation touchant en premier lieu ces communautés qui se sont senties abandonnées par les démocrates. Kamala Harris est donc la tête de pont électorale d'un parti désavoué. Elle qui s'est mise en scène comme une candidate encore plus pro-business que Biden, vantant une croissance obtenue par l'investissement dans des secteurs porteurs comme l'intelligence artificielle. Sa carrière ne tranche pas avec ses prises de position très droitières. Lorsqu'elle était procureure de la Californie, elle a favorisé l'incarcération des condamnés. Et dans la continuité de ses faits d'armes, l'axe immigration de la campagne, de sa campagne à elle, n'a rien à envier à nos dirigeants européens qui flirtent avec l'extrême droite. Fin septembre, elle a exprimé son soutien au décret présidentiel de Biden qui déclarait que les immigrés qui franchissent illégalement la frontière pour demander l'asile pourraient être immédiatement expulsés. De ce point de vue, loin de rompre avec une politique de la bourgeoisie qui intensifie la guerre aux pauvres, et ce partout dans le monde, Kamala Harris s'inscrit dans une continuité. Celle de la politique de Biden qui a manifesté un soutien inconditionnel à l'État d'Israël depuis la séquence qui s'est ouverte le 7 octobre. Mais lui-même s'inscrivait dans la continuité de la politique de Trump. Et en effet, Biden n'a ni remis en cause la décision de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ni les accords d'Abraham, qui consistent en une entente entre Israël et les puissances régionales qui l'entourent sur le dos des Palestiniens.
Jill Stein, la candidate indépendante des démocrates tête de liste du Green Party, a fait sa campagne non pas sur l'écologie d'ailleurs, mais sur la guerre à Gaza et au Liban, en dénonçant les massacres perpétrés et l'aide américaine à Israël. Elle a réuni de nombreux suffrages à Dearborn, dans le Michigan, où il existe une importante communauté arabe et musulmane qui a voulu faire payer son soutien à Israël au gouvernement Biden. Pour donner une idée, on peut énumérer les scores. À Dearborn, Trump a hérité de 43% des voix, Harris 36% et Stein 18%. Certes, l'élection ne s'est pas jouée là-dessus, mais une partie de l'électorat acquis aux démocrates a sanctionné le parti de Joe le génocidaire, comme on l'appelle depuis le 7 octobre, chez les soutiens du peuple palestinien. Stein aurait pu capitaliser là-dessus davantage, mais on ne s'émancipe pas de la houlette du Parti démocrate si facilement. Par exemple, l'Arab American Political Action Committee, le comité de financement arabe américain, une association qui promeut l'implication de la communauté arabe dans la politique institutionnelle américaine dans le Michigan, a appelé à l'abstention. Oui, pardon, les chiffres que j'ai donnés, c'est pas pour Dearborn, c'est pour le Michigan en général. La défaite de Kamala Harris, donc, nous, on l'interprète pas comme les journalistes qui l'attribuent au fait qu'elle soit femme et qu'elle soit noire, avec l'idée que l'Amérique n'est pas prête à élire une candidate femme et noire. C'est bien plus le produit de toute une politique des démocrates. Une politique qui va se poursuivre de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus débridée avec Biden. N'oublions pas que sous l'administration Biden, la guerre menée aux Palestiniens est devenue l'une des guerres les plus financées par l'impérialisme dominant. Les livraisons d'armes américaines à Israël ont connu une accélération sans précédent depuis l'offensive dans l'enclave palestinienne. Mi-août, le département d'État a autorisé un envoi de matériel militaire d'un montant record de 20 milliards de dollars. De manière générale, la tendance est à une augmentation des budgets militaires pour faire face aux potentiels conflits que les rivalités économiques et d'influence entre les impérialismes rivaux engendrent. Pendant que 47 millions d'Américains ont du mal à se nourrir et à se loger, le gouvernement a dépensé 816 milliards de dollars pour l'armée en 2023. Les démocrates et les républicains ont tout intérêt à maintenir leur présence partout dans le monde. Pendant le mandat d'Obama, déjà, le budget militaire avait atteint un nouveau pic depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, ça correspond à une situation de l'impérialisme, de la même manière que le tournant vis-à-vis de la Chine initié par Obama. En 2011, il opère le pivot vers l'Asie, cherchant à peser dans la zone d'influence de la Chine. Et lorsque Trump arrive au pouvoir pour la première fois, il réduit l'accès aux importations d'origine chinoise sur le marché américain. La sphère de valorisation du capital chinois est limitée et les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale aussi. Aujourd'hui, si les États-Unis ne veulent pas couper absolument les liens avec la Chine, ils tiennent néanmoins à maintenir leur mainmise sur les chaînes de valeur transnationales et tiennent également à protéger un marché intérieur sur lequel la Chine veut pénétrer. En ce sens, la politique de Trump correspond à une radicalisation de celle de Biden qui avait déjà augmenté les droits de douane. Cette radicalisation, elle aura évidemment des effets. Les mesures protectionnistes souhaitées par Trump sont les suivantes. Des droits de douane d'au moins 10% sur les importations sur le sol américain et jusqu'à 60% sur les produits en provenance de Chine. Cela peut conditionner une réponse de la Chine sous la forme de droits de douane également plus élevés dans l'autre sens, un retour de bâton qui peut impacter des secteurs capitalistes qui font leur profit sur les importations, comme l'agriculture qui en a déjà pâti en 2018 et 2019. La présidence agressive de Trump peut accroître la guerre commerciale et technologique qui est déjà amorcée entre les États-Unis et les puissances émergentes, en particulier la Chine. Alors il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura aucune nuance justement entre la politique extérieure de Biden et celle à venir de Trump. Sur l'Ukraine, par exemple, un infléchissement est possible. Trump avait promis de régler en 24 heures le conflit ukrainien, au profit de la Russie, prédisent certains commentateurs, s'appuyant sur sa proximité avec Poutine, à qui il donnerait le mandat de stabiliser la région en lui cédant des territoires occupés. Mais si l'on est tout à fait honnête, le rôle de garde-chiourme des peuples dans cette partie du monde était déjà en partie dévolu avant la guerre en Ukraine à Poutine, et c'était aussi le choix de la Maison-Blanche.
Au demeurant, il n'est pas sûr que les déclarations de Trump qui dénoncent les dépenses militaires destinées à l'Ukraine pour les besoins de sa propagande America First, en disant occupons-nous déjà des Américains et du peuple américain avant de dépenser pour l'Ukraine, il n'est pas sûr que toutes ces déclarations, elles s'incarnent dans une politique véritable. C'est seulement l'avenir qui nous le dira. Et d'ailleurs, Poutine, il a félicité très tardivement le président américain et il affirme aujourd'hui qu'il le jugera sur ses actes. Le président ukrainien, lui, dès le dévoilement des résultats, s'est empressé de faire un appel du pied à Washington en disant « Nous espérons que l'Amérique deviendra plus forte. C'est le genre d'Amérique dont l'Europe a besoin. » Quoi qu'il en soit, Trump, avec ses gros sabots, ne se soucie pas plus du sort des Ukrainiens que Biden, qui tout à la fois envoyait de l'armement soigneusement choisi et prenait aussi ses distances avec les buts de guerre de Zelensky. Pour en revenir à la situation de l'élection américaine en tant que telle, est-ce que cette dernière manifeste une forme de crise du système bipartite américain ? Bon, c'est une question qui se pose et que les éditorialistes posent aussi, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est surtout un virage vers l'extrême droite, qui correspond au basculement d'un certain nombre de pays européens aussi, Italie ou Hongrie pour ne citer que, et américains comme l'Argentine, vers l'extrême droite, puisque tous ces pays-là ont vu arriver au pouvoir des dirigeants affiliés à cette extrême droite dure, dite populiste, qui mettent en avant une ligne anti-immigration et conservatrice sur le plan des valeurs et de la famille. Aux États-Unis, cette victoire risque de se traduire par une politique anti-immigration encore plus ferme que celle des démocrates, qui déjà ne sont pas en reste. Trump promet la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis, rien que ça. Alors on connaît ces hyperboles, mais celle-ci reste une déclaration de guerre aux pauvres qui essaye de passer de l'arrière-cour, les États sud-américains, Mexique en tête, au territoire nord-américain. Si Trump promet aussi de faire revenir le pouvoir d'achat des Américains, c'est pourtant les financiers qui se sont réjouis lors de son élection. En témoignent les cours de la bourse post-résultat. Et en dépit de ses déclarations en direction de l'Amérique des oubliés, avec toute une démagogie anti-immigration justement, il s'est aussi engagé à faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. Au service du capital, pour le pire et de façon débridée, c'est ce que les vrais soutiens de Trump et ceux qui pèsent le plus en réalité attendent. Alors certes, d'autres idées tentent de se rendre audibles. Certains groupes révolutionnaires existent, certains affiliés au NPA ou à Lutte ouvrière, ces derniers présentant des candidatures pour un Working Class Party dans le Michigan, en Californie et en Illinois. Mais pour que ces perspectives soient audibles, il faudrait une intervention de la classe ouvrière sur son terrain, celui de la lutte des classes. Et c'est en partie ce dont Xavier va nous parler maintenant. Ok. Alors c'est vrai que l'élection de Trump et ce que vient de dire Katia, un certain virage vers l'extrême droite, au moins d'une partie de la population, pas simplement aux États-Unis, on sait tous et toutes que c'est quelque chose qui est pas limité aux États-Unis, ça fait partie de la réalité, ça fait partie du problème qui se pose à nous. Mais là, ce que je vais essayer de vous raconter, c'est d'essayer de décrire une autre face de la réalité de ce qui se passe aux États-Unis, qui est moins connue, et qu'on appréhende un peu à la fois par notre propre expérience, parce qu'on a été un certain nombre à y aller, et aussi parce qu'on a des contacts avec des militants révolutionnaires, communistes révolutionnaires américains. Ce qu'on a pu constater depuis au moins une dizaine d'années aux États-Unis, et là pour le coup c'est pas simplement par des contacts militants, mais c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté, qui a été ouvertement discuté dans la grande presse américaine, mais il y a un basculement d'opinion dans une partie de la jeunesse américaine, pas toute la jeunesse, mais une partie significative, un basculement d'opinion défavorable au capitalisme. Bon. C'est pas si étonnant que ça, le système est tellement dégueulasse, et c'est vrai que la brutalité c'est vrai que c'est difficile pour nous des fois les Européens ou les Français de se rendre compte de ce que ça peut vouloir dire. Bon, je pense qu'on est un peu au courant, une bonne partie d'entre nous ici, mais c'est vrai que tu te fais opérer aux États-Unis, tu es endetté à vie. Dans la plupart des cas, sauf si vraiment tu bosses dans une grosse boîte qui a un super contrat qui te couvre à ce niveau-là. Mais c'est la violence des rapports sociaux, des rapports d'exploitation au boulot, mais dans la vie en général, est quelque chose qu'on a du mal peut-être un peu à se représenter. Mais on va dire que toute la dégueulasserie du système a nourri dans la jeune génération. Je vous cite un sondage qui date de 2021, mais il y en a eu plusieurs en 2019, en 2021.
57% des Américains de juin 2021 avaient une vue positive du capitalisme, contre 36% qui en avaient une vue négative. Ok. Mais quand tu regardes chez les 18-34 ans, 49% seulement avaient une vue du capitalisme. Alors, on demandait, capitalisme, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ils disaient, 49% en avaient une vision positive contre 46% négatif. Et si tu prends la tranche 18-24 ans, tu as une majorité, 54%, qui voyaient le capitalisme négativement. Et 52% dans cette même tranche d'âge, 18 à 24 ans, qui voyaient le socialisme. Alors socialisme, aux États-Unis, ça a une connotation un peu plus, on va dire, c'est presque comme anticapitalisme, si vous voulez. Donc on a une majorité de la jeunesse, en tout cas, une part suffisamment importante de la jeunesse qui sympathise avec les idées, on va dire, anticapitalistes, très très larges, pour que ça se reflète dans ce type de sondage. Bon. Mais ce n'était pas simplement des sondages, on a eu des signes visibles ces dernières années, si vous voulez, de l'émergence d'une espèce de couche militante, principalement jeunes, principalement universitaires, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, qui ont recherché des idées de gauche, marxistes. Il y a eu plusieurs expressions de ça. L'expression la plus significative à la fois du côté tournant vers la gauche et en même temps des limites de cette phase de politisation qui a duré jusqu'à une phase récente, je dirais, et qui est en train un petit peu de se transformer, c'est qu'il y a eu deux campagnes, vous en avez peut-être entendu parler, deux campagnes électorales d'un politicien qui s'appelle Bernie Sanders. Peut-être que vous en avez entendu parler? Oui? Non? Ouais. Bon, peut-être pas tout le monde. Bernie Sanders, en gros, c'est un vétéran du mouvement des droits civiques. Il avait 20 ans en 65, un truc comme ça. Il a fait le mouvement des droits civiques pour les droits des Afro-Américains, etc. Mais il a décidé, assez rapidement, une fois que le mouvement a décliné, de, en gros, s'engager à la gauche du parti démocrate. L'un des deux principaux partis dirigeants de l'impérialisme américain. Et il est devenu maire d'une ville dans le Vermont. Et il a décidé en 2016, en sentant un peu justement cette ambiance un peu contestataire par rapport à toute la dégueulasserie du système capitaliste qui éclatait aux yeux d'une bonne partie de la nouvelle génération, il a fait une campagne électorale autour de mots d'ordre. En gros, il faut le droit à la santé pour tous, il faut une redistribution des richesses, une petite critique de l'impérialisme américain, mais assez timide. Et cette campagne-là a eu un écho important. Pour vous donner une idée, dans le congrès national du Parti démocrate qui devait décider, il a eu le soutien de tout un tas de syndicats, un soutien plus moral que réellement financier ou de soutien militant, mais une petite partie du mouvement syndical qu'il avait soutenu. Il avait refusé, il avait fait beaucoup de bruit autour de ça, il avait dit, moi j'accepte pas de donation de riches, vous savez que là-bas les gros candidats, c'est les grosses entreprises qui rivalisent à coups de millions pour les campagnes électorales, qui sont effectivement très coûteuses. Il a dit, moi j'accepte que les donations individuelles, de gens ordinaires. Et sa campagne a été financée essentiellement par un peu les syndicats et beaucoup par des dons individuels. Et au final, il a fait, au moment du congrès, de la convention du Parti démocrate, 46% des voix. 46%, c'est-à-dire qu'il s'est fait coiffer au poteau pour 46-54% par, vous vous rappelez peut-être, par Hillary Clinton. Bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Imagine, t'as un mouvement avec beaucoup de jeunes, c'était pas que des jeunes, beaucoup de jeunes qui disent ouais, le capitalisme c'est de la merde, on va te soutenir Bernie, vive Bernie, on est de gauche. Tu fais 46% et qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh ben de soutenir Hillary Clinton. Vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire que, je dis pas que si j'avais été à sa place, j'aurais pas fait ça à sa place de toutes les manières, mais on va dire que ce mouvement d'opinion, de critique du capitalisme, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il accroche à Hillary Clinton, qui perd évidemment contre Trump. Bon, 2020, je fais une avance rapide, même campagne, Bernie Sanders, le retour, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pareil, ils perdent pas grand-chose, l'élection interne au Parti démocrate, et qu'est-ce qu'il fait? Soutien à Joe Biden, qui la gagne, génial.
Là, c'est l'aboutissement, c'est quoi? Ça a été une dynamique de déception, bien évidemment, parce que tu te retrouves à finalement soutenir quoi? Soutenir le chef de la principale puissance mondiale qui mène la politique dégueulasse que Katia a expliqué. C'est ça qui a été sanctionné au final dans les urnes. Bon. Et si vous voulez, ce qui était aussi représentatif de toute cette... de tout cet état d'esprit, c'était qu'il y a eu aussi une crise dans la gauche révolutionnaire américaine. Les deux plus grosses organisations révolutionnaires aux États-Unis, il y en a une qui s'est dissoute, l'ISO, International Socialist Organization, qui avait 1000 membres, et qui, en gros, s'est dissoute dans l'organisation qui était la principale cheville ouvrière derrière Bernie Sanders, Democratic Socialists of America. C'est une organisation qui, en gros, était l'aile gauche du parti démocrate. Bon, pareil, cette organisation-là, c'est intéressant. C'est une organisation qui, a cette espèce de référence au socialisme, Democratic Socialist, qui est passé de 8000 membres, tous vieux, de la vieille génération, qui était peut-être 8000 en 2015, en 2020, au moment au plus fort de la campagne de la deuxième campagne de Bernie Sanders, ils étaient 60 000, essentiellement des jeunes. Bon, voilà, mais qui avaient tous été gonflés à bloc. Pourquoi? Pour, au final, soutenir Biden. Bon. Une bonne partie de la gauche, en gros, je ne vais pas donner les détails, mais on pourrait en discuter si vous voulez, mais la plus grosse organisation révolutionnaire de tradition trotskiste, on va dire, se fait aspirer et se dissout dans le DSA, dans le Democratic Socialist, dans le Parti démocrate, en fait. Dans la gauche du Parti démocrate. Et vous avez une autre organisation aussi qui connaît une scission. Bon, je ne donne pas les détails, mais si vous voulez, on a cette situation un peu difficile, une politisation, mais qui arrive à une impasse. Et c'est là où, quelque part, la mobilisation autour de la Palestine et du soutien à la Palestine, donc là, depuis le 7 octobre dernier, 7 octobre de 2023, a eu un impact politique important. Bon, a eu un impact politique important dans la jeunesse, mais aussi plus largement, aussi, évidemment. Comment est-ce que ça a pu se traduire? Pareil, pour donner vraiment que des grands points de repère, c'est une question qui, politiquement, aux États-Unis et dans le monde, est absolument fondamentale. Il faut avoir en tête, par exemple, que dans les années 70, 80, même 90, aux États-Unis, si tu critiquais Israël, littéralement, tu te faisais, dans beaucoup d'endroits, dans la plupart des endroits, caillasser. Bon, c'était vraiment très difficile de critiquer ouvertement Israël. C'était vraiment dans des milieux marginaux, militants, où tu pouvais te permettre ce genre de discours-là. Là, on a une majorité de la population, pareil, en tout cas dans les sondages, c'est du 50-50, mais maintenant, c'est plus une opinion marginale, c'est une opinion qui tend à devenir majoritaire, et qui est majoritaire dans la jeunesse, qui est majoritaire chez les juifs, chez les jeunes juifs en particulier. Bon. 4 novembre 2023, vous avez 100 000 personnes qui manifestent à Washington. Et avec peut-être 300 000 en tout dans le pays. C'est la plus grosse manifestation pro-palestinienne qui ait jamais eu aux États-Unis. Bon. Par ailleurs, et ça peut faire écho aussi quand on discute avec les camarades américains, ce qui t'explique, c'est que c'est la seule fois où il y a eu une coordination nationale le même jour, partout, avec y compris une montée à Washington, et c'est là où la manif a été la plus forte, parce qu'elle a été coordonnée, et ça a eu un impact, y compris sur le climat politique. Le mouvement, évidemment, n'est pas resté à ce niveau de mobilisation maximale tout le temps, et quand les difficultés sont faites ressentir, vous vous rappelez probablement en avril-mai du mouvement d'occupation dans les universités, c'est vraiment la jeunesse universitaire qui a redonné un coup d'accélérateur, même à un niveau international, au mouvement de solidarité avec la Palestine. Tout ça, c'est pourquoi j'insiste un petit peu sur ces choses-là. C'est que ça a toujours été vrai des États-Unis. Ça a toujours été vrai, c'est une caractéristique quelque part de la classe ouvrière américaine, mais c'est vrai que là, ça se voit, il y a un petit peu une loupe grossissante là-dessus avec l'aggravation de toutes les contradictions dans la situation générale aux États-Unis, c'est que les États-Unis, c'est une société extrêmement polarisée. Polarisée à la fois à un niveau social, entre riches, pauvres, capitalistes, travailleurs, et politiquement aussi. C'est-à-dire que derrière la force qui peut paraître énorme de la classe dirigeante, il y a aussi une opposition,
Et il y a aussi des luttes, et une lutte de classe qui peut être parfois extrêmement forte et parfois prendre des formes un peu sauvages. Je vais un tout petit peu en parler. Donc on a cette dynamique de politisation autour de la question palestinienne. Et effectivement, Katia citait Dearborn. Dearborn, c'est pas n'importe quel bled. Dearborn, c'est juste à côté de Détroit. Détroit qui a été pendant longtemps, c'est moins vrai maintenant, mais ça a été le cœur industriel des États-Unis. C'était là où toutes les principales usines automobiles, en gros le cœur de toute l'industrie du monde, était à Détroit. Bon. Et Dearborn, c'est la ville où, parce que maintenant, depuis longtemps, les usines ne sont plus dans les centres-villes. L'usine, la plus grosse usine, River Rouge, la grosse usine historique de Ford, elle était à Dearborn. Bon, ce qui était une ville totalement sous la coupe de Henry Ford. Et dans cette ville-là, il y a c'est la plus grosse communauté arabo-américaine de tous les États-Unis. 30 000 personnes à peu près. Donc beaucoup bossent encore à Ford. Et c'est vrai que les chiffres ne sont pas encore officiels, mais il y a des estimations que le vote pour Jill Stein, qui ne fait pas rêver, mais qui avait un discours opposé au génocide, c'est 22%. C'est pas rien. Bon, 22%. Il y a eu par ailleurs certains scores, on rentrera peut-être plus dans le détail là-dessus, mais des militants révolutionnaires attachés à la lutte ouvrière qui ont, dans quelques coins, déposé des candidatures, alors pas à l'échelle nationale, et qui ont fait des scores qui étaient par ailleurs pas ridicules. Bon, on pourrait en discuter. L'essentiel, c'est de comprendre que voilà, il y a la vague réactionnaire, il y a l'extrême droite, qui emporte à sa suite, bien sûr, une partie de la bourgeoisie, une grande partie des classes moyennes, une partie, il faut l'admettre, de la classe ouvrière, mais pas tout le monde. Il y a une partie de la jeunesse qui fait le choix de ne pas s'adapter, qui fait le choix, même conscient, je pense, de se confronter à ce système-là, en cherchant, en faisant des erreurs, en tâtonnant, mais ça a des expressions visibles. Et là où ça devient le plus intéressant pour nous, c'est ce qui se passe dans le mouvement ouvrier, y compris dans le mouvement ouvrier organisé, avec des phénomènes qui je vais essayer de vous... Ça va être un peu descriptif, je vous le dis, ce que je vais vous dire, ça ne va pas être des grandes analyses, mais c'est d'essayer de faire toucher du doigt une espèce de bouillonnement. Et qu'on a été un certain nombre même à un peu visualiser, parce qu'on s'est rendu à une espèce de grande réunion qui a lieu tous les 2 ans. C'est une convention qui s'appelle Labor Notes. Si vous voulez, c'est un réseau de syndicalistes combatifs. Ils ne se disent pas révolutionnaires, ils ne le sont pas, mais ils disent, tous les 2 ans, on réunit tous les membres des syndicats qui n'ont pas envie de faire de cadeaux aux patrons. En gros, c'est ça la base, si tu vas à Labor Notes, c'est que tu es contre les cadeaux aux patrons. C'est bien. Par rapport aux États-Unis, c'est largement au-dessus de la moyenne. Bon. Et cette année, il y avait 4700 personnes enregistrées. Les organisateurs, et on y était, il y avait 4700 personnes, c'est sûr. Bon. Peut-être même plus. Bon. Parce que, ils disent qu'ils ont refusé 2000 personnes. C'était énorme. Et c'est vrai que, alors il y avait de tout, il n'y avait pas que des jeunes, mais il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes. Par exemple, détail drôle, un des secteurs les plus importants, je vous expliquerai pourquoi, c'est l'automobile, évidemment. Bon, le syndicat de l'automobile. L'UAW, je crois, il faudrait que je retrouve la stat précise, mais un quart, ça c'est un côté un peu bizarre, un quart du syndicat de l'automobile, c'est des étudiants de 3e cycle. C'est-à-dire qu'ils syndiquent les étudiants de 3e cycle. Bon. Mais ce qui est drôle, c'est que tu voyais des étudiants dans une réunion de syndicalistes de l'automobile, de la santé, etc., dont certains, par ailleurs, qui passaient d'étudiants à aller s'embaucher dans des boîtes et qui discutaient là-bas. On a pu assister là-bas à des ateliers où tu as 300 personnes qui discutent, mais vraiment 300, et encore je dis 300, des fois c'était plus, qui discutaient comment s'implanter, comment rentrer dans des boîtes, trouver un taf dans des boîtes, comment tu fais pour au début pas te faire remarquer, puis réussir à monter un syndicat. Voilà, ils font tout à l'américaine, ils font tout en grand, c'est-à-dire y compris l'implantation, c'est pas tu discutes à 2-3, c'est au vu au sud tous et à une échelle industrielle. Bon, ça c'est pour essayer de vous faire toucher du doigt un peu l'ambiance. Et quelque part, ce qui a donné une force et pourquoi il y avait autant de monde à cette fameuse réunion, c'est parce que maintenant depuis plusieurs années, et ça s'est accéléré depuis l'année dernière, il y a une série, dire une vague c'est peut-être trop, peut-être exagéré. Mais il y a plus de grèves qu'avant, une série, et des grèves dont un certain nombre, et certaines très importantes, ont été soit des victoires, soit des semi-victoires.
Ce qui, quand tu es habitué à ce qu'il n'y ait pas de grève ou qu'elle soit écrasée, gagner quelque chose, tu peux argumenter derrière, tu vois, on a gagné quelque chose, la prochaine fois, si on s'organise mieux, on pourra gagner plus. Ou si on s'y met à beaucoup plus, on pourra gagner toute autre chose. Bon. C'est quoi ces grèves? Le tout début, ça a été dans l'éducation, c'est un peu étonnant. Il y a eu une première grève à Chicago en 2012, et il y a eu une série de grèves en 2018-2019. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'éducation? On peut dire c'est l'éducation, c'est un peu marrant, c'est pas le plus intéressant. On a rencontré à Labor Notes des militantes, beaucoup de femmes, des jeunes femmes y compris, qui expliquaient plusieurs de ces grèves-là, par exemple dans le Massachusetts ou en Caroline du Nord, les grèves de personnel de l'éducation, ce n'est pas que des profs, étaient des grèves illégales, totalement illégales. C'est-à-dire que là-bas, le droit de grève des fonctionnaires n'est pas une question fédérale, c'est une question qui est déterminée État par État. Il y a des États qui disent t'es fonctionnaire, t'as pas le droit de grève, mon gars, c'est pas grave. Bon. Et tu as plusieurs États qui ont organisé des grèves en disant ouais, on sait qu'on n'a pas le droit de grève, mais qui ont réussi à persuader, parce que c'était tellement la merde, les conditions de travail, les conditions que on fait grève, on défie la loi parce qu'il faut. Bon. Et c'est marrant, tu vois, tu discutes, toi, tu arrives avec ta grève où tu es 50, 70, et là, Los Angeles, 3 jours de grève en 2023, 60 000 grévistes. Et ce que t'expliquait, par exemple, la responsable du syndicat de Los Angeles, des anciens de Los Angeles, c'est nous, les grèves, on les prépare plusieurs années à l'avance. Voilà. Et par exemple, il t'explique, c'est marrant, hein, là. Il y a des limites aussi à ça, mais ce qu'ils disent, par exemple, c'est on commence par des trucs du genre, le même jour, on porte tous un t-shirt rouge. Donc il faut être capable, parce que pour pouvoir faire grève, déjà, il faut être capable d'être organisé. Ils arrivent tous avec un t-shirt rouge au boulot. Faites le test, ça peut être une technique. Bon. Donc ça a commencé dans l'éducation, et ça a petit à petit donné des idées. Il y a eu des grèves dans des secteurs plus stratégiques. La grève un petit peu, il y a eu 2 grèves, enfin une grève avortée qui n'a pas eu lieu, et une qui a eu lieu, qui toutes les deux sont vraiment pleines d'enseignements. La première, en fait, c'est même une occasion ratée. Alors je vais faire un peu de politique fiction, mais je pense que c'est important parfois de faire travailler l'imagination sur ce qui aurait été possible ou ce qui est possible ou pas. C'est l'été 2023. En été 2023, en 2022, l'un des principaux syndicats du mouvement ouvrier américain qui a une histoire très importante, c'est les Teamsters. C'est les camionneurs. Le syndicat des camionneurs, le syndicat du transport routier. Au départ, c'était que les camionneurs, après, ça a été plus que les camionneurs. Y compris les trotskistes ont joué un rôle important à un moment donné dans la construction de ce syndicat. Ce serait intéressant de revenir dessus, mais bref. Ça a été, si vous voulez, c'est une des principales forces du mouvement ouvrier américain. Ce syndicat-là, pendant 23 ans, a été dirigé par le fils, son père était lui-même président du syndicat, avec des liens avec la mafia, donc ça a été son fils qui a repris le flambeau pendant 23 ans. Et donc ils ont tège le fils Hoffa, James Hoffa, en disant maintenant, on t'élit toi, Sean O'Brien, 2022. Et le gars arrive soutenu par la tendance de gauche syndicale, Teamsters for Democratic Union, TDU, qui a un rôle très important parce que c'est eux qui ont lancé Labor Notes. Okay, donc il y a un nouveau président des Teamsters en 2022 qui dit c'est fini les concessions, maintenant on va taper du poing sur la table et on va préparer une grève. Été 2023, tout le monde, ils disent menace de grève. Tout le monde sait qu'en été 2023, il va y avoir une grève des Teamsters, ça va être la merde pour UPS, à UPS. Donc tout le monde connaît UPS, c'est la plus grosse entreprise, en gros, de logistique type colis et poste du monde. Bon, et la veille de la grève, alors que franchement, moi j'étais là en août, il va y avoir une grève à UPS. En plus, en 97, il y avait une très grosse grève à UPS et qui avait gagné pas mal de choses. Donc il y avait pas mal de monde qui s'attendait à ça. Et c'était au même moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, que la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Donc il y avait Hollywood, ça tout le monde en parlait, Bah, tu fais grève, t'es scénariste ou t'es acteur à Hollywood, tu peux faire parler de ta grève quand même. Et tu avais les camionneurs qui étaient sur la ligne de départ. Et tout le monde savait aussi, c'était de l'autorité publique, on va en parler juste après, tu avais la préparation de la grève dans l'automobile. Qu'est-ce qu'a fait O'Brien? Il a signé un accord la veille de la grève. Un accord qui est critiquable, qui était des avancées, en gros 16% d'augmentation de salaire, mais pour l'essentiel, pour une minorité.
pour les temps pleins. La majeure partie des travailleurs du PS ne travaillent pas dans les camions, c'est pas des camionneurs, c'est pas des, comment on appelle ça, j'ai plus le mot. Des Conducteurs, pardon. Des conducteurs, c'est pas des conducteurs, c'est pas des livreurs, c'est des travailleurs des entrepôts. Et qui sont à temps partiel pour leur grande majorité. Eux ont très très peu gagné. Et y compris le système de double salaire, c'est-à-dire de double échelle de salaire, pour les embauchés les plus récents, les salaires plus faibles à l'embauche, et sur toute leur carrière même, ça n'a absolument pas été aboli par le nouveau contrat. Donc un contrat vraiment très en demi-teinte, et voilà, ratifié quand même par les membres, mais avec que 58% de participation. Je crois 64% pour le oui, mais avec 58% de participation. Voilà. Quelque part, je fais un peu de la politique fiction, mais je pense que s'il y avait eu une grève qui se serait prolongée pendant l'été 2023 à Hollywood et chez UPS en même temps, et que tu avais eu une grève qui était partie en automne, à la fois dans l'auto, enfin vous voyez, dans ces trois secteurs-là, la question de la grève générale, d'une grève dans plusieurs secteurs à la fois, du moins, aurait été au moins discutée. Personne n'avait envie de ça du point de vue, on va dire, de la classe adverse. Bon. Donc, je pense que ça a dû peser sur le fait qu'il signe avant même. Et ce qui est intéressant, et qui montre aussi les limites, c'est que ce dirigeant-là, qui avait été soutenu par la gauche syndicale, est allé, là, en 2024, s'est rendu au congrès du Parti républicain pour soutenir Trump. C'est quand même... et pareil, anecdote, à Labor Notes, il n'était pas encore allé au... et j'entendais des camarades américains qui discutaient entre eux, qui disaient que des potes à eux avaient refusé de lui serrer la main. Bon, il y avait déjà beaucoup de critiques par rapport au contrat signé quelques mois auparavant. Et moi, j'étais à un atelier où il était venu, le gars, Sean O'Brien, je ne connaissais pas vraiment, hein, mais tu voyais le mec en costard, et j'avais été, je vous avoue, très très mal à l'aise par le fait qu'il y avait d'abord son SO qui était entré dans leur... tu pouvais pas les rater, c'était trois gars comme ça à l'entrée, en costard. Ça faisait pas très prolétarien comme ambiance, ça faisait vraiment une drôle d'ambiance. Bon, c'est un peu un détail, mais... Donc on a ça, et on a une autre, pour le coup, une grève, et qui est plus intéressante, et qui est peut-être significative, c'est celle de l'automobile. Donc c'est une grève qui a eu lieu en novembre, vous avez sûrement entendu parler, enfin probablement entendu parler dans l'automobile, et là c'est, je dirais peut-être ce qu'il y a de plus représentatif des nouveaux phénomènes de recomposition, évolution au sein des syndicats américains. C'est pareil, l'UAW, United Automobile Workers, donc le syndicat de l'auto, ils ont viré leur ancienne direction en disant « Vous avez fait des concessions, vous avez accepté de négocier des reculades, maintenant on ne veut plus de concessions et on prépare une grève. » Donc le nouveau président, Sean Fain, il s'appelle, a été élu avec un mandat en disant « Voilà, moi je suis là pour arrêter les concessions et pour organiser une grève. » Et il a organisé une grève. Une grève très particulière, avec des aspects, il faut bien l'admettre, très positifs. C'était la première fois dans l'histoire de l'automobile aux États-Unis qu'il y avait une grève qui touchait les trois principaux constructeurs à la fois. Toutes les grèves aux États-Unis, toutes presque sans exception, sont organisées boîte par boîte, et encore uniquement au moment de la renégociation du contrat. Souvent, les contrats incluent ce qu'on appelle une clause d'absence, no strike clause. C'est-à-dire, la grève est illégale entre deux. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Bon. Et là, grève, alors ce n'était pas un appel à la grève simultané dans l'ensemble du secteur. Je vais essayer de vous retrouver les chiffres, ils sont quand même assez significatifs. Ça a été, sur 74 entreprises qui auraient pu faire grève, il y en a eu 9 qui ont été appelées à la grève. 9 sur 74. 145 000 grévistes. 145 000, c'est énorme. Par rapport à, je sais pas, quand tu as une boîte ou tu as une équipe d'une boîte qui 50, 145 000, c'est énorme. Mais par rapport à ce qui aurait pu avoir lieu, à ce qui aurait pu... Je suis pas sur place, je peux pas dire là, s'il avait appelé à la grève générale du secteur automobile, il y aurait eu 500 000 grévistes. Mais bon, on va dire, le but c'était quoi? C'était de faire grève à suffisamment de travailleurs pour exercer une pression patron, mais qui soit suffisamment contrôlé pour garder le contrôle de la grève. Ce qu'il faut admettre, c'est que les résultats de la grève ont été significatifs. 25% d'augmentation de salaire sur 5 ans.
promesses de réouverture d'usines. Qui n'étaient que des promesses en fait, parce que là, la campagne de l'UAW, c'est tiens ta promesse, comment il s'appelle le PDG de Stellantis Tavares, c'est marrant, maintenant ils font des clips contre lui en disant Tavares, t'avais promis, t'as signé le protocole, pourquoi tu réouvres pas des usines? Bon, ben voilà, parce que fallait la gagner probablement au moment où c'était le plus chaud. Bon, facile à dire aussi depuis le banc de touche, on va me dire. Mais ça a été quand même des gains, y compris pour les intérimaires, c'est pour le coup supérieur en termes de résultats à ce qu'ont pu faire les Teamsters. Et en même temps aussi, il y a eu des critiques et c'est évident qu'un potentiel pour gagner plus, ça y était. Bon, ça c'est évident. Mais, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que vous avez une nouvelle direction syndicale, très clairement plus à gauche que l'ancienne. L'ancienne direction syndicale, c'était des gangsters qui négociaient à la baisse et qui dirigeaient le syndicat comme une boîte. Là, c'est des types qui disent on va s'appuyer sur les travailleurs, s'appuyer sur eux pour arracher quelque chose. Pour arracher quelque chose au patron. Pour montrer que c'est nous qu'on est les meilleurs. Bon, c'est différent, c'est pas la même politique. Sean Fein, par ailleurs, sans aucune consultation de sa base, a dit moi je soutiens Kamala Harris. Et a été, y compris, critiqué pour ça. Et pareil, voilà, il y a des contradictions, si vous voulez. C'est-à-dire que, pareil, la tendance de gauche à l'intérieur du syndicat UAW n'a pas été, d'après les camarades, totalement aspirée dans la direction. Et il y a eu des critiques vis-à-vis du soutien à Kamala Harris, par exemple. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas non plus... Voilà, il y a des possibilités, on va dire, de critique et peut-être d'aller plus loin. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'était quoi? Le groupe autour de la direction de l'UAW, c'était eux qui dominaient un peu Labor Notes, là. Et eux, la proposition, la perspective, on dit quelle perspective pour les travailleurs, eux, ils en ont une. Ils proposent une grève générale le 1er mai, tenez-vous bien, 2028. Ça nous fait rire. Ça nous fait rire, parce que c'est 2028, c'est super loin. L'idée, c'est de dire, comme il y a la grève, on ne peut la faire pour la plupart des travailleurs qu'au moment de l'expiration des contrats, on va coordonner les dates de renégociation des contrats, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, organiser les négos pour qu'elles aient lieu tout en même temps et qu'on puisse faire grève en même temps, le 1er mai, qui n'est pas férié aux États-Unis, qui n'est pas férié, alors que ça vient de là-bas. Bon. Donc, tu vois, toi, tu es là, tu viens de France, tu critiques ton bureaucrate syndical parce qu'il appelle à la grève 3 semaines plus tard en disant « c'est quoi ça ?» Là, c'est plusieurs années. Il y a un côté un peu dingue parce que prévoir une grève des années avant, il peut se passer tout et n'importe quoi. Par ailleurs, c'est une grève, une année électorale. Il y a aussi un raisonnement institutionnel derrière. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que si on adopte le point de vue de cette direction-là, elle se rend compte qu'il y a une combativité, elle essaye de lui donner une traduction en employant le terme grève générale. Ça revient aux grèves au même moment, en tout cas. Et du coup, la discussion sur la grève générale, sur pourquoi on devrait s'y mettre tous en même temps, elle revient sur la pointe des pieds, on va dire. Et même la discussion sur faut-il ou non soutenir le Parti démocrate. Pourquoi est-ce que si c'est avec notre propre force qu'on arrache des augmentations de salaire, pourquoi ça ne devrait pas avec notre propre force qu'on dirige toute la société? Pourquoi c'est pas avec notre propre parti? Pourquoi les deux partis de la classe adverse, on ne devrait pas avoir notre propre parti à partir de nos propres forces? Ça, on a commencé et c'est des discussions quelque part très 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 classiques qui ont déjà été discutées il y a des décennies de ça. Mais on sent qu'elles ont à nouveau une actualité. Et bon, je parle déjà depuis super longtemps, je ne sais pas du tout depuis combien de temps, mais je vais conclure simplement sur deux choses. C'est parce qu'il y a des tas de choses aussi intéressantes, par exemple dans le secteur Amazon. Voilà, bon, on pourra y revenir si vous voulez. Dans d'autres secteurs, ça fourmille, il y a une ébullition. C'est pas la majorité du monde du travail. C'est pas la majorité, c'est une minorité. Mais une minorité aux États-Unis, c'est beaucoup. Une minorité, c'est beaucoup. Et on a des petits signes. Par exemple, dans la gauche révolutionnaire, dans les organisations révolutionnaires ou qui se disent révolutionnaires, il y a des petits signes. C'est difficile je reste prudent. C'est des organisations type PC, stalinien, maoïste, une organisation qui s'appelle PSL, qui on va dire, très prône
pro-nationaliste, mouvement de libération nationale, vous voyez un peu le style. Bon, mais il y a des petits signes que, en gros, les idées révolutionnaires, il y a un espace, comme ça faisait probablement des décennies, des possibilités pour les groupes révolutionnaires, pour les militants révolutionnaires là-bas, de faire entendre leurs idées, de se construire. Parce que là-bas, il faut comprendre, une organisation qui se réclame des travailleurs, qui se réclame de la révolution, à l'échelle de tout le pays, ça n'existe pas. Et c'est un pays qui a la taille d'un continent. Bon. Bah, justement, dans une situation aussi difficile, où il y a autant de dangers aussi, parce que c'est là, le résultat de Trump, c'est quoi le problème? Le problème numéro un, c'est quoi? C'est que ça va être un encouragement aux vrais déglingos, enfin, c'est un déglingo, lui, mais les déglingos vraiment dangereux, il y a un piquet de grève, ils vont l'attaquer. Les déglingos, ils vont voir un trans, ils vont l'attaquer. Les déglingos, ils vont voir des immigrés. Là, les flics qui vont aller déporter des immigrants, ils vont se faire leur propre pogrom pour aller casser du Mexicain à côté de chez eux. C'est ça le problème. Bon. Et bah, en face, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est pas vrai qu'il n'y a rien. C'est pas vrai que c'est une vague qui emporte tout sur son passage. Et quelque part, bah, notre rôle, c'est aussi de construire une organisation internationale qui permette d'aider les camarades un peu au cœur de la bête là-bas à essayer de faire germer ce qui pour l'instant sont des possibilités.